Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu puisqu'il verra 6 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films d'inédits exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 144e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 décembre, il est exactement 11h30 et comme promis la semaine dernière, nous recevons aujourd'hui la marin de l'année puisque c'est une femme qui a été élue cette année. En l'occurrence, Lauriane Nolot, qui sort d'une année exceptionnelle puisqu'elle a notamment remporté en kitefall le test event de Marseille avant de décrocher dans la foulée la médaille d'or des championnats du monde World Sailing à La Haye. Et on est très heureux de l'accueillir, d'autant que elle est un petit peu souffrante, elle est du côté des Canaries. Bonjour Lauriane, est-ce que tu nous reçois bien ? Oui, bonjour Axel, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Bon, notre autre invité est le directeur de l'équipe de France, j'imagine heureux, Philippe Mourniac, qui est chez lui du côté de Biot, dans le sud de la France. Salut Philippe. Bonjour Axel, bonjour Lauriane. Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide retour sur cette soirée du marin de l'année, qui est décerné tous les ans depuis 2001 par la Fédération française de voile. C'est la 5e fois qu'une femme reçoit ce prix, après Faustine Mérette en 2004, Marie Rioux en 2015 avec Billy Besson, Charline Picon en 2016 et le duo Aloïse Retornaz-Camille Lecointre en 2019. À chaque fois, ce sont donc des navigatrices issues de la voile olympique qui ont été récompensées. Lauriane Nolot était en concurrence cette année avec Pauline Courtois et son équipe féminine de match racing, ainsi qu'avec 4 lauréats de la Transat Jacques Vabre 2023, les duos Thomas Ruyant, Morgan Lagravière, Armelle Lecléa, Sébastien Josse, Thibaut Vauchel-Camus, Quentin Vlamanque, ainsi que Nicolas Andrieux, qui était vainqueur en classe 40 avec Ambrogio Beccaria. Lauriane, te voilà donc marin de l'année 2023. Quelle a été un peu ta réaction quand tu l'as appris vendredi soir sur la scène de l'Olympia ? Je pense que c'était un moment plein d'émotions quand même parce que je m'y attendais pas vraiment. Enfin, je voulais pas me faire de faux espoirs, donc toute la journée j'étais restée assez stoïque sur le fait que ça allait potentiellement pas être moi. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai entendu mon prénom, j'ai un peu fondu en larmes. J'étais carrément contente et ouais, pour moi c'est une très belle manière de finir l'année 2023. C'est un titre que tu espérais quand tu regardais un petit peu les autres nominés, tu te disais que tu avais ta chance ? Justement, en fait, je pense que c'est hyper compliqué de départager une discipline olympique des courses au large. Et donc, c'est vrai que pour moi, je trouvais ça incroyable ce que les navigateurs ils ont fait pendant la Transat Jacques Vabre. Donc, non, j'avoue, je savais pas du tout ce que ça valait, ce que j'avais fait par rapport à eux. Donc, je me suis dit, là, ça
ça va être au bon vouloir du jury. C'est eux qui vont vraiment décider. Et je sais que d'ailleurs, ça a été très serré de la délibération. Donc, non, je m'y attends. Enfin, je m'attendais pas à quelque chose en particulier. Bon, effectivement, sans trahir les secrets du scrutin, puisque je faisais partie de jury, les débats ont été effectivement serrés. Philippe, pour toi, est-ce que le titre de Lauriane a été une surprise? Alors, une surprise, oui et non. Une surprise parce que, comme tu l'as dit, dans l'histoire de la voile, simplement 5 fois, un athlète de la voile olympique a eu l'honneur d'être marin de l'année. Une surprise parce que Jean-Baptiste Bernaz ayant été marin de l'année l'an dernier, Lauriane étant marin de l'année cette année, 2 ans de suite pour quelque chose qui est somme toute assez rare, oui, c'est une surprise. Mais après, non, pas du tout une surprise sur la valeur de l'athlète Lauriane, la qualité de l'année. Grosso modo, elle a tout gagné du mois de janvier à fin décembre. Elle a rien laissé aux autres. Mais voilà, comme l'a dit Lauriane, la difficulté en voile, c'est qu'on a vraiment des projets qui sont complètement différents entre de la course au large et puis de la voile olympique où les régates vont se faire sur quelques minutes. Mais voilà, Lauriane, elle mérite amplement, mais comme les autres nominés auraient également mérité. Mais bon, tant mieux pour la voile olympique, tant mieux pour Lauriane. Est-ce que, Philippe, il faut y voir quelque part une espèce de prime de mise en avant des Jeux Olympiques? Ça va être une année très importante pour l'équipe de France. Les équipes de France en général dans tous les sports et particulièrement l'équipe de France de voile olympique, c'était aussi l'occasion de rajouter un petit accent sur ces Jeux Olympiques qui vont avoir lieu pour la voile à Marseille en juillet et août prochain. Oui, il faut pas se mentir, hein, les Jeux Olympiques, c'est un événement majeur. C'est peut-être le plus grand événement sportif du monde. Donc, en tant que tel, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Après, la deuxième dimension, c'est que on va vivre les Jeux Olympiques à la maison. Et ça arrive une fois par siècle. Donc, pour les athlètes qui ont la chance d'être en âge de participer à ces Jeux Olympiques, ou pour l'ensemble des personnes du staff qui sont également en âge de pouvoir intervenir sur ces Jeux Olympiques, c'est un événement, c'est un événement qu'on n'arrive pas à dimensionner. Donc je pense que c'est présent dans les têtes de tout le monde. Je pense que à la lecture du palmarès et de ce qu'avait réalisé Lauriane, de sa personnalité, les membres du jury, comme tu l'as dit, les discussions a priori ont été âpres et et vraiment pleine d'arguments à gauche, à droite. Mais oui, sans problème, le fait que les Jeux Olympiques soient en plus en France a sûrement aidé à trouver le petit quelque chose qui a fait basculer dans le sens de Lauriane. Lauriane, avant de parler de cette échéance olympique qui, j'imagine, va occuper ton esprit dans les mois qui viennent, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Peut-être que nos auditeurs te connaissent moins. Je crois que c'est la première fois en 144 épisodes de Pause Report qu'on reçoit une ou un spécialiste de kite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment toi tu es arrivé au kite? Oui, alors en fait, moi, avant de faire du kite, je faisais de l'équitation, donc rien à voir. Mais mon père et mon frère faisaient déjà du kitesurf parce que mon père, il a été passionné de planche à voile toute sa jeunesse. Donc quand on était jeune, on faisait un peu de planche à voile déjà à l'Almanach à Hyères. Et quand je suis partie de chez moi pour faire mes études, j'ai arrêté l'équitation et je voulais faire un autre sport, commencer quelque chose de nouveau. Et vu que j'étais au bord de mer, je me suis dit bon pourquoi pas essayer le kitesurf comme mon frère et mon père. Et donc de là, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé ça génial. Et et après, mon père s'est mis à faire du foil. Et je me rappelle encore quand je rentrais le soir à la maison, il disait oh là là, c'est incroyable le foil, j'ai l'impression de voler au-dessus de l'eau, c'est des sensations incroyables. Et du coup il a réussi à me vendre le truc. Et je me suis dit bon il faut que j'essaye parce que là ça a l'air assez incroyable. Et je me suis mis à faire du foil. Et en fait, assez rapidement, Ariane Imbert, qui est l'entraîneuse de l'équipe de France, elle a aussi son pôle espoir qui est à Hyères.
Ouais. Et donc assez rapidement, elle m'a vu faire du foil. Elle a vu une fille qui allait tout le temps naviguer et faire du foil et qui avait envie d'être plus rapide que son père et son frère. Et du coup, elle m'a invitée à venir faire les entraînements avec le pôle. Et de là, j'ai commencé à faire des petites compétitions, à suivre les entraînements. Et enfin, de fil en aiguille, me voilà. Et là, tu avais quel âge quand tu as découvert le foil, les premières fois où tu as commencé à faire du kite en foil? J'avais 17 ans, 18 ans. J'ai commencé assez tard le kite foil. D'accord. Et le kite tout court, tu avais avant de découvrir ce sport, tu avais jamais mis les pieds sur un kite et tu avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai commencé le kitesurf, j'avais 16 ans. Et D'accord. après, à 18 ans, je me suis mise à faire du kite foil. D'accord. Et avant, tu avais jamais mis les pieds sur une planche? Si, je faisais un Et peu quand de même. planche à voile. Ouais. J'avais fait un peu de planche à voile les week-ends, mais j'avais pas un niveau incroyable, quoi. Ouais. J'étais au planning, mais gentiment, quoi. Et pourquoi avoir arrêté l'équitation? T'en avais fait le tour? Non, en fait, je suis toujours passionnée d'équitation, mais quand je suis partie faire mes études, je suis partie loin de mon club de cœur, là où je montais depuis toute petite. J'avais toujours été au même endroit, et donc c'est vrai que en partant, j'ai pas eu cette envie d'aller autre part. Pour moi, c'était vraiment, je pense, l'endroit et tout l'environnement qui faisait un peu la beauté du truc. Et en partant faire mes études, ouais, non, j'avais pas envie d'aller autre part. Et je pense que j'avais aussi envie de goûter à autre chose, quoi. De changer un truc dans ma vie. Et je suis toujours aussi passionnée, mais je fais beaucoup moins d'équitation maintenant. Bon, en tout cas, la progression en kite a été visiblement express. Philippe, est-ce que tu te souviens la première fois que toi tu as entendu parler de Lauriane? Bah déjà, Lauriane, on l'avait repéré depuis longtemps et on s'était organisé avec le club d'équitation pour qu'elle ne puisse surtout pas partir faire ses études avec son cheval, parce que sinon elle serait jamais venue au kite. Non, plus sérieusement, le kite rentre olympique, donc sur cette préparation olympique, donc c'est acté en 2020. Donc à ce moment-là, l'environnement du kite et puis donc les athlètes rentrent enfin, rentre sous les projecteurs de la voile olympique. Alors c'est vrai qu'avec le report des Jeux d'un an pour tous les acteurs et donc moi le premier qui était impliqué donc sur les Jeux olympiques de Tokyo jusqu'au retour des Jeux donc fin de l'été 2021. On n'a pas eu trop le temps de regarder ces nouvelles séries qui étaient l'IQ et le kite. Par contre, dès qu'on est rentré de Tokyo, moi en plus dans mon nouveau poste de directeur de l'équipe de France, je suis tout de suite allé sur hier assister à un débriefing de l'année 2021, donc avec Ariane et puis les athlètes qui étaient présents. Donc moi, c'était la première fois que je voyais les athlètes dont Lauriane, mais je les avais pas encore vus naviguer, quoi, ou simplement sur des vidéos. Et par contre, ce dont je me souviens vraiment, c'est la première fois où je les ai vus sur l'eau, parce que c'est tout simplement époustouflant. Toutes les vidéos qu'on peut voir, etc. Enfin, je conseille à tout le monde de venir sur une plage d'une compétition internationale. On a la semaine olympique française à hier, donc c'est assez facile de venir. Il y aura bien sûr les Jeux olympiques à Marseille, mais c'est absolument incroyable de les voir évoluer sur l'eau. Donc oui, c'est des souvenirs enfin des souvenirs. C'est pas si vieux que ça, mais c'est des images pleines d'étincelles. Ouais. Lauriane, comme le disait Philippe, la voile, le kitefoil a été nommé entre guillemets discipline olympique en 2020 en vue des Jeux de Paris 2024. Quand tu as appris ça, est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'es dit maintenant mon objectif prioritaire c'est les Jeux olympiques de Paris 2024? Oui, je pense que ce qui est intéressant dans notre sport, c'est que la plupart de tous les athlètes français, on faisait déjà du kite avant que ce soit olympique. Et donc, au final, c'est vrai que d'un coup, notre pratique a pris une tournure vraiment différente. On s'est dit, bon, là, maintenant, il faut se professionnaliser et on devient des vrais athlètes et on prépare les Jeux. Et en fait, ça a été en deux parties parce qu'au final, nous, au début, le kite foil, on devait être en mixte. La première fois qu'ils nous ont annoncé que le kitefoil allait être au jeu, on devait être en mixte, donc ça allait être une équipe de un garçon et une fille. Donc c'était vraiment une préparation qui était différente.
Et c'est quand on nous a annoncé que on avait récupéré une deuxième médaille et qu'on allait être en individuel, donc une médaille homme, une médaille femme. Là vraiment, on s'est dit ah là je joue pour ma médaille et là c'est différent quoi. Mais c'était assez incroyable de se dire que ah bah ça y est, mon sport est reconnu comme olympique et en plus ce sera en France la première fois. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Du coup, tu avais commencé une préparation mixte, tu avais un partenaire d'entraînement, comment ça se passait? Oui, alors en fait, moi, j'étais avec Maxime Nocher, donc on s'entraînait tous les deux. Lui, il m'aidait à avoir du matériel et il faisait en sorte que je gagne en expérience et on évolue ensemble sur les compétitions. Et en fait, après, c'était les coachs et les athlètes qui discutaient pour savoir bah, quel duo est-ce qu'on voulait faire, etc. Puisque bah, c'était pas encore fixé. On a eu deux compétitions, je crois, en mixte, mais ils commençaient déjà à parler qu'on allait peut-être être en individuel. Enfin, cette histoire de mix, elle a duré un peu, ouais, 1 an, je pense, et après, c'est rapidement, on nous a dit non, mais en fait, ce sera individuel, donc on a pu casser les duos et partir en individuel. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce support, le kitefoil, la Formula Kite exactement, et quelle qualité physique il faut avoir pour être une bonne kiteuse? Bah, le kitefoil, donc c'est un dérivé du kitesurf, donc avec une voile et une planche. Donc on a notre voile qui nous tire grâce à la force du vent et la planche qui glisse sur l'eau. Et nous, le kitefoil, on a un système d'hydrofoil sous notre planche qui nous permet de décoller et de voler. Et donc ce qu'on fait, bah, c'est de la régate, c'est de la course. Il faut être le plus rapide possible sur l'eau. Et je pense que les qualités pour être un bon kitesurfer, il faut un peu être une tête brûlée parce que bah si on a peur sur l'eau bah malheureusement on peut pas être je pense pas qu'on puisse être le meilleur parce qu'il y a vraiment une grosse part de prise de risque qui entre en jeu quand on fait ces sports-là et aussi physiquement je pense qu'il faut être grand, être assez lourd. Enfin voilà quoi, il faut réussir à faire en sorte de transmettre absolument toute la puissance que va nous donner notre voile dans le foil. Donc c'est vraiment un mélange entre de la puissance et de la finesse puisqu'il faut toujours que qu'on règle notre hauteur de vol et notre gîte. Donc ouais, c'est un beau mélange. J'imagine que cette puissance, ça se travaille, ça veut dire beaucoup de préparation physique, tu soulèves beaucoup de fonte. Oui, bah oui, il y a beaucoup de préparation physique. Moi, j'étais, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 1 an, j'étais beaucoup plus sur passer du temps sur l'eau. Je privilégiais de passer des heures sur l'eau que de passer des heures à la salle. Et maintenant, ça s'égalise un peu. Je passe un tout petit peu moins de temps sur l'eau et plus de temps à soulever de la fonte, comme tu dis. Mais ouais, ça dépend. Vu qu'en fait, on est vraiment dépendant du vent et de la météo, ça va vraiment dépendre au final des semaines et des périodes. Philippe, tu le disais, tu as commencé à t'intéresser de près au kite quand tu es devenu directeur de l'équipe de France. Avant, tu étais entraîneur national en 470. Quand tu es arrivé donc après les Jeux de Tokyo, quel était un peu l'état des lieux du kitefall français à ce moment-là? On est à peu près en septembre ou octobre 2021. Bah, l'état des lieux, il est très bon, puisqu'on a déjà des champions, on a déjà des champions du monde chez les garçons, parce que par contre, chez les filles, on avait une forte densité, mais pas encore de championne du monde. Mais ce qui est important, c'est que justement la première fois que donc on s'est rencontrés entre les athlètes du kite, donc Ariane, entraîneur, pareil, hein, que je connaissais pas à l'époque, hein, puisque elle venait pas du Giron Fédération française de voile, équipe de France de voile. La première chose, c'est que bah, ils avaient tous les yeux grands ouverts, enfin, comme l'a dit Lauriane, en se disant bon, attention, maintenant on rentre dans le monde olympique, donc oulala, il va falloir faire attention, il y a sûrement des choses à apprendre, etc. Et moi, je les ai effectivement confortés là-dedans en disant oui. Là, c'est là où nous, on doit pouvoir vous aider parce que on a une connaissance du milieu olympique. Mais par contre, n'oubliez pas que vous avez été des champions avant de devenir olympiques. Donc nous, de l'autre côté, on a aussi énormément à apprendre de vous parce que vous avez gagné, vous savez comment gagner. Donc il faut que vous puissiez continuer ça.
dans un cadre certes qui avait évolué parce que ça rentrait au jeu. Mais je pense que des deux côtés, ça a été des rencontres extraordinaires parce que d'abord on est tous liés au vent, c'est quand même des sports assez similaires, on a des notions de glisse qu'on retrouve sur d'autres supports, donc on a énormément de choses en commun, et puis aujourd'hui ben le kite c'est toujours effectivement un support immatériel, donc avec un côté technologique important, c'est un support très technique, mais c'est aussi des régates de très haut niveau, donc bah, tous ces athlètes, et Lauriane en première, sont devenus des experts de stratégie en voile, de tactique, comme peut l'être un athlète en ILCA, comme peut l'être un athlète en 470, ou sur toutes les séries olympiques. Justement, Lauriane, comme les autres athlètes de l'équipe de France de voile, on parle souvent de la difficulté d'une PO, en tout cas qu'il faut quelque part bouffer de l'écume, bouffer des jours de navigation. Est-ce que toi aussi, sur une année type de préparation olympique, depuis que tu t'es lancé sur ce projet, tu passes combien de jours sur l'eau et c'est quoi le quotidien de Lauriane Melot? Ah bah je passe quasiment toutes mes journées sur l'eau. Et c'est s'il y a du vent, je vais naviguer. Après moi j'ai un caractère qui fait que j'aime passer du temps sur l'eau, et si je rate des journées sur l'eau, ça me stresse assez rapidement, donc c'est vrai que je vais toujours essayer de d'avoir un certain nombre d'heures par par semaine sur l'eau. Mais sinon non, c'est vrai que là depuis qu'on est passé olympique, on voit la différence. C'est rien que cette année là 2023, j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté une seule seconde, et c'est ouais, c'est prenant, c'est fatigant, mais c'est aussi la beauté, je pense, de la PO, et qui fait que quand on arrivera au jeu et que après ce sera fini, je pense que là on pourra souffler et se dire ah ben je l'ai fait quoi. Et je pense que c'est ça qui est beau. Ouais, Philippe parlait de la densité du plateau national en France en kitefall. Est-ce que justement chez les filles, tu as beaucoup de concurrence interne, hein, je parle pas internationale, on en reparlera après, mais il y a beaucoup de filles aussi fortes que toi. Oui, bah oui, chez les Françaises, il y a un vrai niveau. C'est pour ça que bah, c'est pas parce que j'ai eu une année incroyable cette année que je me repose. Je sais que derrière moi, ça pousse fort et que ça veut prendre ma place. Donc ouais, il y a pas de repos. C'est qui? Tu peux nous donner Il y le nom a, de... oui, il y a Poema Newland et Jessie Campman. D'accord, qui font partie elles aussi de l'équipe de France. Vous entraînez ensemble? Elles font partie du collectif Du France, collectif ouais. France, ouais. Et non, là en ce moment, Jessie, elle s'est blessée, donc je crois qu'elle est encore en train de récupérer de sa blessure. Et sinon, oui, Poema, elle est à Fuerteventura, là où je suis. D'accord. Au niveau de la concurrence internationale, il y a eu une kiteuse qui a dominé le circuit pendant des années et qui, j'imagine, est ta principale concurrente, c'est l'américaine Daniela Moros. Comment ça se passe avec elle, la concurrence? Est-ce que c'est vraiment ton adversaire principal? Est-ce que quelque part, il y a un petit duel qui s'est instauré au niveau international entre vous deux? C'est marrant parce que je pense que Daniela, c'est ma meilleure copine sur le tour. Ouais. C'est assez bizarre parce que c'est vrai qu'au final, on est les deux leaders et on se tire la bourre toutes les deux. Mais ça a toujours été très fair sur l'eau, et on a toujours navigué dans le respect de l'une de l'autre, et je pense que c'est ce qui a fait qu'on apprécie autant naviguer ensemble. Et enfin moi, Daniela, c'est un réel exemple pour moi, et depuis que j'ai commencé le kite, mon seul objectif c'était de gagner une compétition devant elle, et même bah voilà, d'être championne du monde. C'est assez incroyable, mais on s'entend vraiment super bien, et on s'entraîne très souvent ensemble, donc non, ça se passe très très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu rapidement le format d'une régate? C'est quoi une régate type de Formula Kite? Alors une régate, souvent ça dure 6 jours. On va avoir 3 jours de phase qualificative, puis après 2 jours de gold et silver fleet, et après le dernier jour on va être en middle race. Donc les 5 premiers jours on va être sur des courses qui font en moyenne 12 minutes. On fait entre 4 et 5 manches par jour. Donc et après bah c'est le même format que les autres bateaux. On part ligne de départ, on a souvent 2 remontées au vent, 2 descentes au vent, et puis un petit slalom avant l'arrivée. Et le dernier jour, par contre, quand on est sur des formats de finale,
On est sur un format qui est encore plus court. On est sur des manches de 6 minutes. Où on n'est plus que 4, donc ça devient serré et intense, mais moi j'aime bien ce format de finale. Effectivement, c'est intense, hein. 6 minutes, il faut pas se rater, quoi. Ah, c'est assez rapide, 6 minutes, ouais. Philippe, est-ce que tu peux, on en a déjà parlé dans Pause Report, mais rappeler comment sont encadrés un peu, comment sont accompagnés les membres de l'équipe de France de voile olympique en vue des Jeux olympiques? Alors, donc au niveau du kite, on a 2 entraîneurs nationaux, donc Ariane Imbert et Bertrand Dumortier. La particularité, hein, parce que ça c'était vraiment dans leur projet de série. Si moi j'ai défini, on va dire, des grands axes de fonctionnement de l'équipe de France. Après, chaque série a eu la liberté de soumettre leur modèle de perf, hein, leur modèle de fonctionnement. Et la volonté de Bertrand et Ariane, le projet qu'ils ont déposé et qu'on a validé parce qu'on le jugeait vraiment très pertinent, c'était pas d'avoir un entraîneur dédié aux garçons et un entraîneur dédié aux filles, mais tous les deux bossent main dans la main et sont tous les deux à la disposition des athlètes. Aussi bien les filles que les garçons. Et du coup, ça crée aussi beaucoup d'échanges entre garçons et filles. Parce que on réalise que les garçons sont un véritable apport pour la performance des filles sur pas mal d'aspects, et puis la réalité montre que les filles aujourd'hui, si on reprend l'historique des médailles olympiques dans la voile française, là pour le coup je pense qu'on est très loin de la parité parce que les filles rapportent beaucoup plus de médailles que les garçons, quoi. Donc voilà, ça c'est le modèle de fonctionnement. Après, faut pas oublier, comme le disait Lauriane, une des grandes richesses qu'on a en France, c'est que non seulement on a un leader mondial, mais on a aussi une très importante densité. Et cette densité, elle est aussi incarnée par l'équipe de France jeune, qui elle est encadrée par Antoine Weiss. Donc 3 cadres, on va dire, sur l'ensemble du collectif. Et il faut bien imaginer que ce collectif jeune derrière, il répond déjà présent. Hein. Lisa Caval a été, par exemple, à l'image de Lauriane, a été élue espoir de l'année 2023 après avoir remporté le titre de championne du monde dans sa catégorie d'âge. Donc voilà, c'est un fonctionnement collectif avec 3 entraîneurs complètement dédiés, plus autour différents experts qui peuvent intervenir dans tous les domaines, alors qu'ils sont des experts soit à l'échelle de l'équipe de France, soit à l'échelle individuelle quand il y a des demandes spécifiques d'athlètes. Donc un environnement très riche qu'il faut réussir à orchestrer pour que tout ça fonctionne au mieux, quoi. Lauriane, du coup, vous vous entraînez au quotidien en permanence avec les garçons? C'est le collectif, le groupe France est mélangé en permanence ou vous avez parfois des entraînements spécifiques entre filles? Comment ça se passe? Ça dépend vachement au final de ce qu'on veut travailler. C'est vrai que là en ce moment on est dans les derniers mois de sélection, donc là on sent que on est un peu tous en train d'essayer de bosser des trucs en particulier, et donc on va pas bosser que les Français ensemble parce que aussi on est en compétition donc pour la sélection, donc ça apporte de la compétitivité et on veut pas toujours s'entraîner tous ensemble. Mais moi ouais, j'aime vraiment passer du temps avec les garçons sur l'eau. Je trouve qu'ils ont énormément de choses à nous apporter, des garçons comme Axel Mazella ou Théodore Ramcourt qui font du kitefoil depuis maintenant plus de 10 ans et qui ont ça dans le sang, et ils ont toujours des nouvelles choses à nous partager, et c'est assez cool, je pense, de passer du temps sur l'eau avec eux et d'échanger, et moi ça m'apporte énormément. Et puis comme le disait Philippe, rien que de passer du temps aussi avec les jeunes, on a un groupe de jeunes qui est assez incroyable et ils sont tous motivés et ils marchent très très fort sur l'eau. Et donc nous, au final, ça nous fait des beaux groupes d'entraînement et c'est une vraie force pour les Français aussi. Comme le disait Philippe, tu as tout gagné cette année en 2023. En tout cas, les grands événements sur lesquels tu étais attendu, il y avait un objectif prioritaire pour l'équipe de France cette année qui était le test event à Marseille, que tu as gagné. Dans la foulée, tu vas gagner à La Haye sur un plan d'eau très différent au championnat du monde de World Sailing. C'est une sorte d'état de grâce cette année. Qu'est-ce qui fait que cette année, tu as tout gagné? C'est une très bonne question. Non, je pense que l'année dernière, j'étais restée
pas sur un goût un peu amer, mais j'étais passée pas loin du titre de championne du monde. J'avais fini deuxième parce que je rate ma finale et je finis deuxième. Et c'est vrai que j'ai, je pense, un caractère qui fait que j'ai du mal à me suffire d'une deuxième place. Et donc j'ai fait en sorte que que l'hiver dernier je fasse un entraînement qui me permette d'arriver cette année et de tout gagner, quoi. Et je pense que en fait mon entraînement hivernal a été très efficace et que quand j'ai commencé l'année et que j'ai commencé à gagner Palma puis la SOF, je pense que ma confiance en moi a vraiment vraiment augmenté. Et après il suffisait que je prenne du plaisir sur l'eau et tout roulait, quoi. Bon, victoire sur le test event, championne du monde, marin de l'année. Aujourd'hui, tout le monde te voit déjà championne olympique à Paris au mois d'août prochain. Comment gérer un petit peu cette pression, parce qu'on va sans doute beaucoup parler de toi au cours des 6 mois à venir. Tu vas être sollicité. Comment gérer un petit peu ce statut de favorite et cette pression? Est-ce que c'est quelque chose qui te va bien ou il va falloir quand même travailler un peu sur le sujet? Non, au final, je pense que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire, c'est relativiser. Et je me dis que la route est encore longue et que bon, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui parlent et qui me voient déjà gagner les jeux. Mais moi, avant ça, je veux avoir mon ticket pour aller aux jeux parce que c'est pas fini les sélections et il y a énormément de choses qui peuvent se passer en quelques mois. Donc, je marche un peu je me mets des objectifs. Voilà, mes prochains objectifs, ça va être de me sélectionner et après, voilà, quand j'aurai mon ticket pour les Jeux, je pourrai focus sur les Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, je veux mon ticket d'entrée. Ouais, on rappelle effectivement que tu n'es pas encore officiellement sélectionné. Philippe nous le Oui. dira. Il faut que le comité de sélection choisisse les sélectionnés pour les JO de Paris 2024. Philippe, on peut quand même dire que Lauriane a une grande partie, on imagine, de son ticket olympique. Si c'est le cas, comment un peu la préserver, faire en sorte qu'elle puisse se préparer sereinement avec peut-être se détacher un peu de cette pression qui va pas, qui en général est très forte sur les jeux, surtout quand ce sont des jeux à la maison. Non, déjà, je valide complètement ce qu'a dit Lauriane. La sélection n'est pas finie, hein. Donc, il faut continuer à travailler et faire de la performance. Après, voilà, oui, bien sûr, je vais pas trahir un grand secret en disant que Lauriane, en ayant absolument tout gagné en 2023, elle a forcément marqué quelques points. Mais la sélection est toujours ouverte. Après, je pense que pour revenir un petit peu sur les différentes choses que tu as mises en avant, que beaucoup de personnes parlent, très bien, on peut pas empêcher Monsieur ou Madame tout le monde d'avoir une opinion et de parler. Mais le résultat, la performance aux Jeux Olympiques, c'est pas toi, moi, Monsieur tout le monde qui allons la faire, hein, c'est Lauriane, l'athlète. Donc le plus important pour Lauriane, c'est de laisser parler et effectivement de pas tomber dans ce piège-là. Moi, je retiens quelque chose de très important. On en a déjà parlé avec Lauriane, mais elle l'a clairement dit il y a quelques minutes. Si en 2023, elle est passée du stade où elle pouvait jouer avec l'américaine, mais globalement, elle était toujours derrière, au stade où là, par contre, c'est elle qui est passée devant et l'américaine peut essayer de batailler, mais pour l'instant n'arrive plus à battre Lauriane. Et c'est parce qu'elle a fait un hiver d'entraînement de très bonne qualité. Donc là, le plus important pour Lauriane, quels que soient les trophées qu'elle ait eu en 2023, elle a un objectif clair, c'est d'aller aux Jeux et ensuite de gagner les Jeux. Et elle sait, mais comme tous les athlètes, que c'est pas X, Y ou Z qui va gagner pour elle, c'est elle qui va gagner. Donc elle se doit de respecter sa feuille de route, elle se doit de respecter tout ce dont elle a besoin pour être la plus prête possible. Chaque athlète a des différences, hein. Chaque athlète peut avoir une feuille de route différente. Mais pour nous, staff, ce qui est super important, c'est de connaître de la façon la plus précise possible ces différents athlètes, d'essayer de les accompagner, de tirer des sonnettes d'alarme à des moments donnés en disant attention, là peut-être que tu t'éloignes un petit peu
de ce que collectivement et toi en première ligne tu as établi comme étant les points importants pour aller chercher ta médaille d'or, parce qu'encore une fois c'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or, quoi. Donc voilà, aujourd'hui le plus important c'est que Lauriane a été célébrée comme elle le mérite pour son année 2023, mais maintenant elle doit basculer complètement dans la même phase de préparation que ce qu'elle a fait dans l'hiver 2023 pour essayer à l'époque de passer devant l'américaine, ce qu'elle a réalisé. Et ben là, dans cet hiver, elle a une tâche hyper importante devant elle de continuer pour pouvoir continuer à creuser l'écart avec ses concurrentes et arriver avec le plus d'armes possible pour gagner les Jeux, si bien sûr le comité de sélection la retient pour représenter la France aux Jeux Olympiques en juillet-août l'année prochaine. Avant de se projeter sur le programme qui attend Lauriane, on va lui demander d'ici les Jeux de Paris. Philippe, est-ce que tu peux nous dresser un rapide bilan de l'année de l'équipe de France de voile olympique qui a brillé au Test Event de Marseille avec cinq médailles. J'imagine que vous êtes dans les clous, en tout cas où vous vouliez être par rapport au plan initial à peu près. Oui, alors sur une image globale, donc les grandes épreuves où on peut se permettre de comparer les nations. Donc il y a la première épreuve de Coupe du Monde à Palma. Donc la France a fini deuxième nation derrière nos amis anglais. Ensuite il y a eu la semaine olympique française de hier où la France a fini première nation. Ensuite il y a eu le Test Event, donc où là la France a pris la première place et puis de façon très brillante avec 5 médailles sur les 10 maximum possibles, et sur les 5 médailles, excusez du peu, mais 4 en or et 1 en argent. Donc là, c'était l'objectif de l'année affiché clairement par l'équipe de France, et les athlètes ont répondu présent, donc bravo à tous. Et puis ensuite, sur l'ensemble des championnats d'Europe et l'ensemble des championnats du monde, la France est toujours dans les 3 premières nations. Donc globalement, le bilan est très bon. On se rapproche petit à petit de l'objectif que j'avais fixé en début de préparation olympique, qui était de rentrer dans ces Jeux olympiques avec 10 réels potentiels de médailles. Donc on avait défini ce que voulait dire un réel potentiel de médaille, c'est d'avoir déjà réalisé ce fameux podium auparavant, soit sur un championnat d'Europe Open, soit sur un championnat du monde, soit sur un test event. Donc aujourd'hui, on y est presque. Il reste 2 séries qui n'ont toujours pas réalisé ce podium international, mais on sent que le potentiel est là, on sent que vraiment ça peut venir dès le début de l'année. Donc voilà, le bilan il est très bien, il est très bon à ce stade-là. La feuille de route, elle est en train de se mettre en place devant nous, puisque pas mal de choses vont dépendre aussi des sélectionnés. Donc ce qui est sûr, c'est que mi-avril, fin avril, donc pour la semaine olympique française à hier 2024, nous serons en configuration des Jeux olympiques. Donc les 14 athlètes qui vont représenter la France dans les 10 séries différentes seront connus, et on sera déjà en structuration équipe de France. Les mois de mai, juin, juillet vont être les derniers mois, la dernière ligne droite de préparation dans ce qui sera toujours la maison de l'équipe de France, et qui sera après donc la future Marina olympique. Donc on est vraiment dans des conditions de travail exceptionnelles pour essayer d'atteindre nos objectifs, qui encore une fois sont très élevés. Et puis à partir du mois de juillet, là petit à petit, on va aller vers le fonctionnement aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire que la maison de l'équipe de France entre guillemets va se fermer pour devenir la Marina olympique, avec tout l'environnement autour des JO, donc les accréditations, le village olympique, tout ce genre de choses. Donc là vraiment pour le peaufinage final, et puis pour nous permettre le 26 juillet, avec la cérémonie d'ouverture, d'entrer pleinement dans les Jeux, et les premières séries pour nous qui vont commencer à régater dès le 28 juillet. Sacré programme. Donc les 2 séries qui n'ont pas encore fait de podium mondial européen, si je me trompe pas, tu me coupes
Philippe, c'est le 49er FX, donc les filles, et le l'Ilka 6 qui est le laser radial, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. Et je rajouterais aussi, mais enfin là on est à la limite entre les deux, la série Nacra. Mais pareil, on sent que vraiment le potentiel est tout près. Les Ilka 6 par exemple, les Ilka 6, oui. On a aujourd'hui des filles qui clairement ont le potentiel de rentrer dans le top entre la 5e et la 10e place mondiale. Donc il manque encore un petit quelque chose pour aller accrocher ce podium, mais en tout cas le potentiel est là. Et puis donc en skiff, donc en 49er FX. À noter la très belle 6e place sur le championnat d'Europe Open qui a eu lieu au mois de novembre pour l'équipage de Sarah Steyert et Charline Picon, sachant d'autant plus que jusqu'à la dernière manche, jusqu'à la medal race, elles étaient toujours en liste pour jouer pour le podium. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas atteint l'objectif d'avoir 10 séries médaillables, mais dans les 2-3 qui ont pas encore répondu présentes, on sent que le potentiel existe, et moi j'ai pas l'ombre d'une hésitation. Je sais qu'on rentrera dans les Jeux en juillet 2024 avec 10 réelles chances de médaille. Lauriane, on va finir avec toi. Donc, tu n'as pas vraiment eu le temps de savourer ce titre de marin de l'année, de le célébrer très longtemps parce que tu t'es envolé aussitôt pour les Canaries. Tu es à Fuerteventura en ce moment pour des sessions d'entraînement. Quel va être le programme de tes prochains mois? Déjà le programme immédiat et le programme de tes prochains mois. Là, du coup, jusqu'au 24 décembre, je suis à Fuerte. Puis je vais rentrer pour faire les fêtes en famille, Noël et le Nouvel An. Et normalement, mois de janvier, je vais revenir ici à Fuerteventura pour continuer l'entraînement. Et sûrement qu'au mois de février, j'irai en Espagne à Murcia, là où on va avoir nos championnats d'Europe pour aller m'entraîner sur le plan d'eau des Européens. D'accord. Et après, les derniers mois, comme le disait Philippe, ça va être 3 mois à Marseille. Et il faut quand même arriver à J'imagine que tu es déjà familiarisé avec ce plan d'eau, mais à le connaître par cœur. C'est ça. Le but, c'est que là, pour l'instant, moi, je me focus sur les derniers événements qui vont être importants jusqu'à la sélection. Et une fois que la sélection sera passée et qu'on saura qui va au jeu, je pourrais, là, si je suis sélectionnée, venir sur Marseille et m'entraîner uniquement là-bas. Un petit mot pour finir, Lauriane, derrière cet objectif olympique, est-ce que tu vois déjà plus loin? Est-ce que tu sais de quoi l'avenir sera fait? Est-ce que ça sera toujours du kitefoil? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent dans la voile? Moi, je pense qu'après ces jeux-là, je veux continuer. Je vais continuer à faire du kite parce que c'est que ma première Olympiade et on verra si j'y vais, comment ça se passe. Mais j'ai bien envie de continuer. Je suis hyper épanouie dans mon projet et dans ce que je fais. Donc, pour l'instant, je vois pas de raison d'arrêter. Et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour l'instant. Comme j'ai dit, je suis vraiment très, très épanouie dans ce que je fais. Donc, du temps que je peux continuer, je continuerai. Eh bien, très bien. Eh ben, Lauriane, on te remercie, hein. Elle était, on rappelle, au fond de son lit ce matin, pas bien du tout, mais elle a l'air d'aller un peu mieux. La voix est un peu plus claire que ce matin. Philippe, un grand merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Lauriane, on espère que dans un an, notre invité du marin de l'année, peut-être, ça sera toi. Ça voudra dire que tu auras été championne olympique, parce qu'en général, les champions ou championnes olympiques sont souvent dans la foulée marin de l'année. Ce sera compliqué. Si on a 10 médailles d'or au jeu, on ne saura pas qui choisira. 10 médailles d'or au jeu. Je pense que là, Philippe, je sais pas, il se rase ou je sais pas ce qu'il fait, mais il sera content. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cet épisode de Post Report. On se retrouve la semaine prochaine pour un 145e épisode et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais, merci à tous et à très très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!